Bonsoir à tous. Notre invité ce soir est ivoirien. C'est un homme d'État, ex-premier ministre dans son pays. Il est chef de parti d'un parti politique considéré comme le principal parti de l'opposition en Côte d'Ivoire, même si ce parti est évidemment divisé. Pascal Affi-N'Guessan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président donc du FPI, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. J'aurais pu aussi dire que vous êtes considéré comme le chef de file de l'opposition dans votre pays. Comment va-t-elle cette opposition ivoirienne? Elle est en reconstruction après la grave crise de 2010-2011 qui l'a déstructurée avec toutes les arrestations, l'arrestation du président Gbagbo. Le parti, on peut dire, avait disparu de la scène. Maintenant, nous sommes en train de reconstruire, malgré le fait que des milliers de cadres sont encore en exil, que des centaines d'autres sont encore en prison, du fait des événements de 2010-2011. Mais malgré le traumatisme qui a pesé sur l'ensemble de nos électeurs, parce que beaucoup ont dû se réfugier dans les pays voisins, ils reviennent progressivement. Et donc, nous reconstruisons notre parti sur l'ensemble des territoires parce que pour nous, l'échéance de 2020 est capitale. Il faut que nous revenions au pouvoir. Et donc, nous sommes en train de réunir les moyens de cette reconquête du pouvoir. C'est une étonnante réponse de votre part. J'ai demandé comment allait l'opposition et vous avez réduit l'opposition au FPI. Ben, c'est vrai que l'opposition n'est pas réduite au FPI, mais je dirais que le FPI est véritablement la colonne vertébrale de l'opposition. Si le FPI se porte bien, toute l'opposition se porte bien. Parce que les dernières élections, les élections qui se sont passées, montrent bien que le jeu politique en Côte d'Ivoire est structuré principalement autour de 3 ou 4 partis. Le PDCI, le RDR, le FPI et à un autre niveau, l'UDPCI. Et donc, les autres, ces 4 partis représentent au moins 90%, 95% de l'électorat. C'est pour ça que vous étiez en train de m'expliquer que le FPI, malgré la déliquescence aujourd'hui, reste le principal parti de l'opposition, même s'il est divisé. Oui, malheureusement, même s'il est divisé, il est affaibli par la crise, mais il reste le principal... Seulement. Je pense à M. Sangaré. Oui, tout ça, c'est la crise. Ah oui? Voilà, parce que si le FPI n'avait pas perdu le pouvoir dans les conditions que nous connaissons en 2010, aujourd'hui, on ne parlerait pas d'une crise interne. Dans toutes les organisations qui sont confrontées à ce genre d'épreuves, il y a toujours un moment de flottement, un moment de contradiction, un moment de repositionnement, de choix. Toutes les organisations, même le PDCI, après la mort du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny, a connu le même parcours. Division. Aujourd'hui, le RDR est sorti du PDCI, l'UDPCI est sorti du PDCI. Donc on peut imaginer que l'aile Sangaré puisse sortir définitivement? C'est possible. Mais vous le souhaitez, vous? Je ne le souhaite pas. Mais ce sont des réalités politiques qu'il ne faut pas ignorer. En tant qu'acteur politique, il faut être conscient que tout est possible, que l'éclatement du parti est possible. Vous voyez aujourd'hui au Mali, le RPM et l'ADEMA, ils étaient ensemble. Mais quand ils ont perdu le pouvoir, le parti a éclaté. Et les exemples sont nombreux. Certains partis, même après la chute, ont disparu totalement de la scène. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce que d'abord le FPI n'ait pas disparu, parce qu'il a une forte résilience, et qu'en plus, même tous les dissidents, tous les contestataires ne renoncent pas du tout au logo du FPI. Ne disent même pas qu'ils veulent aller créer notre parti politique. Pour nous, c'est déjà une chance. Ça veut dire que l'unité est possible et nous travaillons pour surmonter nos contradictions et nous mettre ensemble avant l'échéance de 2020. On n'a jamais compris ce qui vous divisait. M. Sangaré et vous, ce qui vous opposait si tant, et pour que vous ne puissiez pas vous asseoir autour d'une table et trouver, dans l'intérêt du peuple ivoirien et de vos militants, une solution. C'est un problème d'ego. Oh, il y a certainement des questions d'ego, mais il y a aussi des questions de leadership. Des questions de leadership, il y a des questions de vision stratégique. Voilà. Et ce sont ces questions en général qui se posent quand un parti chute et qu'il faut qu'il se relève pour poursuivre la marche. Autour de quel leader, dans quelle direction? Ces deux questions souvent alimentent les contradictions et c'est ce qui s'est passé au FPI. Alors donc, mais évidemment, le temps permet aux leaders
de s'affirmer, à ses contradictions de s'affiner, et puis progressivement, on évolue vers des consensus. Aujourd'hui, je note que, par exemple, sur la question de la participation aux élections, qui était une question qui nous divisait, il y a un consensus. Même les autres nous ont rejoints sur le fait que le parti ne peut pas boycotter indéfiniment les élections. Sur la question du dialogue politique et de la réconciliation nationale, nous sommes en train de nous retrouver, puisque eux aussi tiennent maintenant le discours de dialogue politique. Finalement, qu'est-ce qui vous oppose? Maintenant, ce qui nous oppose, c'est la question des hommes. Or, on ne peut régler cette question que par un congrès. Qui doit diriger le parti demain? Autour de qui le parti doit se rassembler? Ce n'est qu'un congrès qui pourra le définir. Votre président avait une belle phrase à l'époque. Il disait qu'on ne disait pas que c'était un banc présidentiel, c'était un fauteuil présidentiel. Avec une seule personne. Et donc, vous vous disputez le fauteuil présidentiel à la tête du FPI. C'est ça. On va évoluer et parler de l'actualité de votre pays, la Côte d'Ivoire. Vous avez vu que votre nouveau Sénat a un nouveau président? Non, le Sénat de M. Alassane Ouattara, non, puisque nous avons boycotté les élections sénatoriales, nous avons manifesté parce que ce Sénat est mis en place en violation de la Constitution, en utilisant une CEI qui a été déclarée illégitime et illégale par la Cour africaine des droits de l'homme. Et donc ce Sénat-là, nous le contestons, nous ne le reconnaissons pas, nous en tant qu'opposition. Et nous sommes une vingtaine de partis politiques d'opposition regroupés dans une plateforme pour dire que nous ne reconnaissons pas ce Sénat. Il doit être refait dans le respect de la Constitution. Parce que la Constitution dit que le Sénat doit être mis en place par une loi organique. À l'heure actuelle, juridiquement, le Sénat n'existe pas. Or, pourquoi? Parce que la loi organique n'a pas encore été votée. Le président a bien pris l'ordonnance qui a convoqué le corps électoral des grands électeurs. Bien sûr, mais avant de convoquer, il faut que l'organe, l'institution existe, que sa composition, son fonctionnement, les règles d'élection soient connues. On ne le sait pas. Et cette loi organique, certainement, va venir après l'élection des sénateurs. Vous voyez qu'on met la charrue avant les bœufs. Pas forcément. On essaye d'appliquer des promesses qu'on avait. Vous vous rendez compte? Il faut appliquer les promesses dans le respect de la loi, pas en violation de la Constitution. Cette idée de Sénat, ça fait quoi? Depuis 1995 qu'on évoque ça? Et vous en rêviez, Alassane Ouattara l'a fait, vous n'êtes pas content? Ce n'est pas une priorité en Côte d'Ivoire aujourd'hui d'avoir le bicaméralisme. La priorité aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation nationale, c'est la réforme des institutions, notamment de l'armée, de l'administration, c'est la lutte contre la pauvreté. C'est tout cela les priorités. Si l'État a des ressources, qu'il les affecte dans ces secteurs qui sont évidemment en difficulté, en grande difficulté. Et au lieu de multiplier les institutions, ce ne sont pas les institutions qui font le développement. Les institutions sont budgétivores, les institutions sont souvent du gaspillage. Nous avons un Parlement, une Assemblée nationale qui n'a pas de moyens. Pourquoi ne pas allouer les moyens qu'on veut affecter au Sénat, ne pas les allouer au Parlement actuel, pour qu'il y ait des bureaux, pour qu'il y ait des assistants parlementaires, qu'il y ait des bibliothèques, qu'il y ait des moyens. Il n'y a pas tout cela. Donc vous pensez que c'est un gaspillage, le Sénat? C'est du gaspillage, c'est pas utile. Et tous les Ivoiriens considèrent que c'est du gaspillage. Non, vous ne pouvez pas dire tous les Ivoiriens. Oui, évidemment, à l'exception de M. Alassane Ouattara et de son équipe. Que pensez-vous du nouveau président du Sénat, M. Ahoussou Kouadio? Non, je le connais très bien. Au plan personnel, bon, je n'ai pas de commentaires particuliers à faire le concernant, mais là, nous sommes en politique et l'appréciation ne peut se faire que par rapport à l'environnement politique. Et je considère que cela, sa promotion participe de la guéguerre interne au RHDP. Est-ce que vous considérez qu'il est un président d'une institution fictive? Oui. Il est un président d'une institution fictive puisque l'institution n'existe pas à l'heure actuelle. Elle existe puisqu'ils se sont réunis pour l'élire président. Non, mais ce n'est pas parce qu'il y a des hommes qu'il y a un pays. Ce n'est pas parce qu'il y a des hommes qu'il y a un Sénat. Aujourd'hui, la réalité, c'est que juridiquement, il n'y a pas de Sénat. Juridiquement, il n'y a pas de Sénat. Mais il y a, par une voie irrégulière, des sénateurs. Qu'est-ce que vous étiez en train de reprocher au sein de l'opposition à la CEI? Oh, mais la CEI, d'abord, première chose, c'est que la Cour africaine des droits de l'homme a déclaré la CEI ivoirienne non conforme aux standards internationaux. Ça, c'est déjà une sanction internationale qui doit être prise en compte. Non, soyons plus précis pour que nos téléspectateurs comprennent. La Cour a rendu ce jugement, mais c'est un jugement qui n'était pas contraignant pour la Côte d'Ivoire. On est d'accord? Il n'y a pas de jugement non contraignant. Quand vous êtes condamné... C'est un avis de la Cour. Ce n'est pas un avis. La Cour n'est pas une institution consultative. C'est une juridiction.
Quand une juridiction prend une décision, c'est une décision qui s'impose, c'est une décision, ça a la valeur de la chose jugée. Mais vous avez vu que dans tous les États africains, personne ne se plie forcément au jugement de la Cour africaine de justice. Oui, parce que ce ne sont pas des gens respectueux de l'état de droit. Et on ne peut pas encourager les États africains à piétiner la loi, parce que c'est de cette façon qu'on manipule les constitutions pour se perpétuer au pouvoir. Il faut que la loi soit au centre de la vie publique. Il faut que la loi soit sacrée et que chaque citoyen se donne vraiment une rigueur de respecter la loi, à commencer par le chef de l'État lui-même, par les membres du gouvernement. Sans le respect de la loi, il ne peut pas avoir la paix, ni le développement. Et aujourd'hui, c'est ce que nous observons en Côte d'Ivoire. Chaque fois, la violation de la loi, la violation des institutions, tout cela est devenu la règle en Côte d'Ivoire et nous ne pouvons le tolérer. Et donc, du coup, revenons à vos griefs contre cette commission électorale indépendante. Elle n'est pas équilibrée. On dit qu'on veut mettre en place une commission électorale indépendante, mais elle n'est pas indépendante. Elle est inféodée au parti au pouvoir, avec une surreprésentation du parti au pouvoir, de la coalition politique au pouvoir, avec un fonctionnement qui est orienté pour favoriser le parti au pouvoir. Et donc, cette critique-là, nous la faisons depuis plusieurs années. Il y a eu quelques ajustements, mais la situation idéale n'avait pas été atteinte. Et donc, à l'occasion des élections de 2015, une ONG ivoirienne a engagé une procédure avec l'appui d'un député auprès de la Cour africaine pour contester la régularité de cette Cour. Le gouvernement ivoirien a été convoqué et a participé à toute la procédure judiciaire en ayant des avocats qui l'ont défendu et il a perdu le procès. Voilà. Et la décision est devenue exécutoire. La Cour a donné 1 an au gouvernement ivoirien pour mettre la CEI ivoirienne aux normes. Le gouvernement ne s'est pas exécuté. Et aujourd'hui, il utilise cette institution qui est caduque pour organiser des élections sénatoriales. Mais c'est la même institution qui vous a permis d'être candidat en 2015, non? Bien sûr, bien sûr. Vous avez été candidat à l'élection. Bien sûr. Sous cette même institution, rien n'a changé. Mais je suis légaliste. Tant qu'une institution n'a pas changé, on se plie à son fonctionnement. Mais quand on doit la changer, il faut se battre pour qu'elle change. Et donc aujourd'hui, nous nous battons pour qu'elle change. C'est comme vous pouvez réclamer une augmentation de salaire, mais tant qu'elle n'est pas venue, vous prenez... sûr qu'il me l'accorde en tout cas. Vous continuez à percevoir le salaire. Le fait de percevoir le salaire ne veut pas dire que vous êtes satisfait, mais vous attendez des changements. Et donc, nous avons effectivement participé en 2015 aux élections avec CEI parce qu'il ne faut pas boycotter pour boycotter. Même si ce n'est pas bon, on fait avec, mais on continue à se battre pour le changement. Et aujourd'hui, la Cour africaine des droits de l'homme vient au secours de notre combat puisqu'elle déclare formellement, officiellement, que cette CEI-là n'est pas conforme aux standards. Qu'est-ce qu'il faudrait faire alors, maintenant? Donnez-moi des solutions concrètes. Il y a des solutions concrètes. La société civile ivoirienne, avec un certain nombre d'organisations internationales, ont mené plusieurs réflexions pendant plusieurs mois et ont fait une proposition de réforme de la CEI. Cette société civile a transmis cette proposition au gouvernement ainsi qu'à tous les partis politiques. Nous avons marqué notre accord de principe sur les grandes lignes de cette proposition que nous considérons comme une bonne base de négociation avec le gouvernement. Donc nous attendons à l'heure actuelle que les négociations s'ouvrent autour de cette proposition de la société civile qui propose une CEI équilibrée. Voilà. Pourtant, cette CEI est présentée comme le résultat d'un consensus de toute la classe politique dans votre pays. Non, il n'y a pas eu de consensus. Il n'y a pas eu de consensus. Nous avons fait avec. Voilà. Sinon, il n'y a pas eu de consensus. Les grandes réformes qui avaient été, d'ailleurs, à l'époque proposées par le NDI n'ont pas été prises en compte. On va évoquer ouvrir une parenthèse sur le 2015. Ça fait quoi, 2 ans maintenant que le président Ouattara a été réélu à la tête du pays. Quel est le regard que vous posez sur ces 2 années de renouvellement de son mandat? Un bilan, ça fait quoi? Un bilan catastrophique. Un bilan catastrophique sur les grands chantiers du pays. Le chantier de la réconciliation. À l'heure actuelle, alors qu'il est dans son 2e mandat, des prisonniers politiques de la crise post-électorale croupissent toujours en prison. Une dizaine d'entre eux sont morts en prison. Des dizaines de milliers d'Ivoiriens sont encore en exil. Il y a des cadres de l'opposition
qui, à l'heure actuelle, ont leur avoir financier et leur compte bancaire gelés, arbitrairement, sans qu'il y ait une procédure judiciaire engagée contre eux. Donc, parce qu'ils sont de l'opposition, ils n'ont pas le droit d'avoir des ressources financières. C'est l'État qui maintenant bloque les ressources. Ça, c'est la grande faillite. Or, après la crise que le pays a connue, on a besoin de réconciliation. C'est pour ça que lors de la séance inaugurale de l'Assemblée nationale et de la session ordinaire, vous avez lancé un appel à l'Assemblée en demandant à vos collègues députés de prendre à bras le corps la question de la réconciliation. Oui, parce que c'est une urgence nationale. Tous les Ivoiriens attendent la réconciliation. Mais tous les Ivoiriens attendent. Apaisé maintenant, et les opposants peuvent rentrer, vous-même vous pouvez les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Le pays est assis sur une bombe. Et juste avant que je ne vienne ici, il y a la restitution d'un ensemble de recherches, de consultations qui ont été faites par le NDI. Oui. Cette restitution a été faite. C'est quoi le NDI? Le NDI, le National Democratic Institute, c'était une institution américaine proche du Parti démocrate qui travaille en Côte d'Ivoire comme dans beaucoup de pays africains pour promouvoir la démocratie. Et donc, il essaie d'assister les acteurs politiques ivoiriens dans, je dirais, leurs efforts en faveur de la consolidation de la démocratie. Et donc, cette organisation a fait une enquête nationale, plusieurs ateliers, pour évaluer la situation politique en Côte d'Ivoire. Et cette situation est catastrophique. Tous ceux qui ont participé à la séance de restitution sont d'accord qu'effectivement, le tableau qui est présenté est conforme à la réalité. Aussi bien en ce qui concerne la réconciliation, le dialogue politique, l'armée, donc la sécurité, la situation sociale, la situation des femmes et des jeunes. Beaucoup de chantiers qui sont encore en souffrance et les appréhensions sont fortes par rapport à 2020, puisque 2020 approche. Et tout ce qui devait être fait pour qu'on aille à des élections apaisées, des élections transparentes, tout cela n'est pas fait. Sur une échelle de 1 à 20, si vous devez noter le président Ouattara, vous direz qu'il a 15, 17, non, 18 peut-être autour de 7 sur 20. Vous êtes sévère quand même. Ah oui, mais quand on ambitionne de diriger un pays, il faut avoir les capacités, il faut avoir le programme, il ne faut pas faillir. Or, c'est la faillite. Et quand je donne 7, c'est parce que je suis généreux. En fait, vous êtes dans le rôle de l'opposant qui critique pour critiquer et qui ne voit pas tout ce qui va bien dans le pays. Mais tout le monde circule bien, il y a la sécurité, la croissance est repartie, il y a le renouvellement du pont, du deuxième pont, le troisième pont a été construit, il y a tellement de choses aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est un pays en paix et vous ne donnez même pas la moyenne. Le pays n'est pas en paix, vous êtes informé des crimes rituels, des microbes, des coupeurs de route, des mutineries, mais c'est le bilan de la gestion du président. C'est lui qui est comptable de tout cela. Et donc ce n'est pas 7, je suis généreux. Est-ce que vous avez vu que dans le camp d'en face, il commence aussi à se tirer un peu, on va dire, il se tire un peu dans les pieds? Bien sûr, c'est le signe de la faillite. Ça vous fait plaisir, ça? De voir que dans le camp de l'ennemi ou de l'adversaire, il y a quelques tensions? Pas forcément que ça me fasse plaisir, puisque c'est la situation du pays qui est fragilisée par cette crise au sommet de l'État. Mais cela constitue une exigence pour nous, un devoir de trouver une solution alternative à cette crise au sommet de l'État. C'est quoi la solution alternative? C'est une nouvelle alliance avec le PDCI, par exemple? Par exemple, avec le PDCI. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, 3 principales forces, aucune de ces forces ne peut gagner une élection toute seule. Il faut donc une alliance. Si celle entre le RDR et le PDCI a failli sous l'autorité du RDR, il faut expérimenter celle entre le FPI et le PDCI. Vous êtes en train de me dire sur ce plateau, aujourd'hui, M. Pascal Affi-N'Guessan, chef de file de l'opposition, président du FPI, que vous seriez capable d'aller négocier avec le PDCI pour pouvoir prendre le pouvoir en 2020? Mais bien sûr, nous avons déjà commencé. Nous avons rendu visite au président Bédié et nous l'affirmons tous les jours qu'il faut une nouvelle alliance dans l'intérêt du pays, compte tenu de la géopolitique. Vous voyez comme cela s'est passé en Allemagne récemment, entre le SPD et la CDU. Ils ont été obligés, compte tenu du fait qu'il n'y a pas une majorité qui se dégage, mais que le pays doit avoir un gouvernement. Ils ont négocié pendant près de 5 mois un compromis, un programme commun. Et aujourd'hui, ils vont gouverner ensemble l'Allemagne autour de ce programme commun. Avec le PDCI, c'est ce que nous devons faire.
pour sauver la Côte d'Ivoire. À la différence qu'en Afrique, on ne négocie pas un programme, on négocie des strapontins. Mais nous ne sommes pas dans les négociations des strapontins, puisque nous avons un programme. Tout le monde en Afrique sait que le Front populaire ivoirien est un parti d'idées, oui. un parti de programme. L'assurance maladie, l'école gratuite, la décentralisation. C'est autour des idées que nous avons bâti notre implantation. Donc c'est autour des idées que nous menons notre combat en Côte d'Ivoire. Et donc c'est autour des idées que nous allons conclure une nouvelle alliance avec le PDCI pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Donc tous les jours, vous, dans votre lieu secret, vous devrez être à genoux en train de prier pour qu'il y ait encore un peu plus de tension au RHDP. Ce ne sont pas les prières qui font les difficultés au RHDP. Ah. Elles sont objectives, elles sont liées à l'incapacité, à l'incompétence de ceux qui gouvernent actuellement la Côte d'Ivoire, à la faillite de leur doctrine politique, au fait qu'ils sont d'abord là pour servir leurs intérêts personnels au lieu de servir l'intérêt du pays, et que même dans cette logique, ils n'ont pas ce qu'il faut pour pouvoir associer leurs partenaires. Est-ce qu'on peut imaginer que vous puissiez participer au local avec des listes communes avec le PDCI, par exemple? Bien sûr, c'est la doctrine, c'est la stratégie que nous avons adoptée. Là où nous pouvons aller seuls, oui. nous irons seuls sous notre bannière. Oui. Là où il apparaîtra nécessaire de faire des alliances avec le PDCI ou avec des candidatures indépendantes, nous ferons des alliances. Pascal Affi-N'Guessan, il nous reste exactement 2 minutes 30 pour conclure cette émission. J'aimerais évoquer une échéance. Vous en avez beaucoup parlé de façon subliminale sur ce plateau et dans cette émission. C'est 2020. 2020, il faut que nos téléspectateurs sachent qu'il y a élection présidentielle et sans doute alternance ou sans doute continuité du pouvoir en fonction de celui qui aura gagné. Première question, est-ce que vous pensez à une éventuelle, à la rumeur d'un 3e mandat? Non, cela est exclu. Parce que M. Ouattara, ce n'est pas possible, parce que ce serait notre premier combat. Si M. Ouattara s'aventurait à vouloir être candidat, ce serait le premier combat que nous allons mener, parce qu'il a fini ses 2 mandats. Oui. Il doit se retirer. La Côte d'Ivoire doit faire une nouvelle expérience. Nous devons tourner la page de ce qui le représente en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la crise, la rébellion armée, les souffrances. Nous devons tourner cette page et c'est pour cela que je ne vois pas M. Ouattara se présenter à ces élections. Et est-ce que vous voyez vous-même vous présenter à l'élection? Évidemment, je suis engagé depuis 2015 et je soumettrai ma candidature au parti. Ma volonté de diriger le pays, je la soumettrai d'abord à mon parti en espérant que le parti va l'adouber pour que je sois le candidat du parti en 2020. On dit de vous que vous êtes un éternel candidat. Et si cette fois-ci encore ça ne passe pas, qu'est-ce qui se passe vous savez, pour votre avenir politique? Vous savez, il y a des candidatures qui ont été répétées 3, 4, 5 fois. Hein. Oui. Cela participe de la vie politique. Et évidemment, je ne suis pas le seul cadre du FPI. Si après cette échéance de 2020, il apparaît que d'autres personnalités au sein du parti peuvent mieux porter les couleurs, mais ce serait le parti qui décidera. Mais de toute façon, je dirais que je n'ai fait qu'une première tentative. En 2015, après être sorti de prison en 2013, c'est-à-dire après n'avoir que 2 ans pour me préparer, dans un parti fragilisé par la crise. Malgré cela, nous n'avons pas été ridicules, au-delà de ce que certains disent. Et nous avons préparé 2020. Nous sommes en train de préparer 2020. Et je suis convaincu, je suis très confiant qu'en 2020, nous serons au pouvoir. Pascal Affi-N'Guessan, dernier mot. Et je conclue cette émission là-dessus. Est-ce que quelque part, quand vous dormez la nuit, vous en voulez un peu au président Gbagbo de ne pas vous recevoir jusqu'à aujourd'hui? Pas du tout. Pas du tout. Cela fait partie des paramètres du jeu politique. Voilà. Le jeu politique est fait de difficultés, d'adversité, de contraintes. Et ce sont des défis que celui qui ambitionne de prendre le pouvoir, de diriger son pays, doit relever. Donc moi, je considère toutes ces difficultés-là comme des tests de capacité et je me bats pour les surmonter les unes après les autres pour démontrer qu'effectivement, je mérite de diriger la Côte d'Ivoire. Si demain, il vous invite à La Haye, vous irez le voir? Mais évidemment. Je considère d'ailleurs que ma visite à La Haye est inscrit dans un agenda du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est un homme politique qui sait ce qu'il fait et qui n'agit pas quand les uns les autres le souhaitent, mais agit quand lui-même a décidé de le faire. Et donc je considère que ce qui se passe participe d'un plan qu'il a en tête et qu'il saura poser l'acte qu'il faut, au moins il faut, pour aider son parti politique à revenir au pouvoir. Donc ce soir, le mot juste, c'est confiance. Confiance totale. Pascal Affi-N'Guessan,
Merci. C'est moi qui vous remercie. Ex-premier ministre de Côte d'Ivoire, chef de file de l'opposition ivoirienne et président du FPI, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour, nous parler de l'actualité ivoirienne et évoquer de votre avenir politique à la tête de ce parti. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.